Bonjour. Aujourd'hui, à Paysages ruraux, nous visitons Carlsbad Springs, un nom qui évoque l'eau, les sources même. Alors, on va en connaître davantage sur l'histoire des sources qui ont donné nom à ce village. Également, on va visiter la mer Bleue, un paysage pittoresque à découvrir à Carlsbad Springs. Et bienvenue à Carlsbad Springs. Ce petit village, des fois décrit comme dormant et très tranquille, n'a pas toujours été ainsi. C'est ici que les gens venaient de partout au Canada pour profiter des sources d'eau naturelles pour prendre des bains qui, selon certains, pouvaient guérir des maux tels l'arthrite et le rhumatisme. Je crois, quand ils ont découvert les sources, qu'il y avait un Carlsbad dans l'Allemagne. Hein? Puis c'était connu pour ça aussi. Il venait du monde de tout partout. Hein? Puis il venait passer les étés ou les vacances à Carlsbad en prenant des bains d'eau sulfureuse surtout. Et puis il y avait 4 hôtels. Il y avait Boyd, Johnson, le premier c'était Leaf et Epstein. Et dans l'année 50 à peu près, il y a 2 hôtels qui ont passé au feu. Le premier j'ai nommé, là. Boyd? Non, pas Boyd. Leaf. Ah oui, OK. Oui. Leaf puis Epstein ont passé au feu. Epstein, ils n'ont jamais rebâti. L'autre a rebâti, puis ça a été changé à Tannenbaum dans le temps. Et puis, ça continue. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des trains. Les trains qui arrivaient de Montréal, surtout. Le monde venait de par là. C'est Boyd qui avait la plus belle place. Les meilleurs repas, puis tout. Et puis c'était bien tenu, bien propre. Est-ce que les sources portaient des pouvoirs de guérison? Oui, pour l'arthrite surtout. Oui. Ouais. Puis les gens venaient pour prendre des bains sonores. Il restait dans le bain aussi longtemps que, 20 minutes, une demi-heure, puis il buvait autant d'eau, Ah de la oui? même sorte d'eau qui était dedans. Puis il transpirait après. Ah oui? Il allait se reposer après le bain, bien enveloppé pour transpirer. C'est ça qui était supposé être la guérison. Il y avait un puits de... Ils appelaient ça de l'eau de soda. Il y avait un puits d'eau minérale, un puits d'eau salée, un puits d'eau douce. Il y avait... C'était toutes sortes de différentes sortes d'eau. Puis c'était censé que c'était très, très bon pour la santé. Alors, il y avait du monde qui venait de partout pour boire cette eau-là. Hein. Et puis, j'ai pas mentionné l'eau de soufre, mais c'était surtout ça qui était intéressant. Parce que le monde, il venait, là, puis il payait. Dans ce temps-là, c'était beaucoup. Il appelait ça 50 cents par jour pour prendre un bain dans l'eau de soufre. Oui? Puis ça, c'était un médicament pour ceux qui avaient de l'acné, ceux qui avaient des troubles de peau, même pour les cheveux. Parce qu'on a eu quelqu'un qui est venu longtemps, nous autres de la ville, venir chercher ça au gallon pour se laver la tête avec cette eau-là. C'était censé être très bon. Et puis, en tout cas, ça a été défait quand ils ont voulu faire le pont, là. Il en reste seulement, je crois qu'il y en a encore 2 debout. Après que le vieux M. Boyd a eu vendu, là, ça a été laissé dépérir. Puis pas seulement pour ça, c'est parce qu'il a sorti d'autres spas à Autre Springs, en tout cas. OK. Et puis, là, ça a commencé en dehors avec les différents spas dans les États. Parce qu'il y avait du monde des États qui venait partout hein, pour venir se baigner dans ce eau-là. Et puis, ça, c'était peu... il y avait... peut-être que vous avez lu dans l'histoire, là, le monde, les ministres d'Ottawa qui venaient, là. Parce que moi, ma belle-sœur, elle aidait à servir les repas. Puis elle dit, tu aurais dû voir les balles qu'il y avait là-dedans, les grosses orchestres. Et puis, je me souviens, quand on s'est mariés, il y avait encore le piano dans cette grande salle-là. Oui. Puis il y avait une bibliothèque. Oh, je ne pouvais pas croire les livres qu'il y avait là-dedans.
M. Boyd, là, qui demeurait là. C'est un homme qui avait été obligé d'arrêter d'aller à l'école très jeune pour aider à son père. Puis cet homme-là, il avait une éducation à la hauteur de l'université à cause de tous les livres qu'il avait. Là. Ah oui. Il s'est instruit par lui-même. On pouvait parler avec 2-3 heures, puis il y avait toujours quelque chose à dire. Oui. Il est décédé celui-là aussi maintenant. Professor Carl Bad Springs, c'est vraiment comme un miracle. Il peut y avoir 4 sortes d'eau dans un ordre de terre carrée. Et on voit pas ça partout. Puis ça a été une grosse attraction dans les années à venir jusqu'à 1920, jusqu'après la guerre. Tous les gens, il y avait 3 gros hôtels à Carlsbad. Boyd, qui avait un hôtel de 80 chambres. Johnson, dans les 50, puis dans le chemin de la station Stoneboom, il y avait encore un autre. Puis l'été, ça, c'était tout plein de pensionnaires. Ils venaient là prendre les bains d'eau salée pour les rhumatismes, puis c'était en partie des... Il y avait des Canadiens, des Anglais, mais c'était en partie des Juifs. Il y avait tellement, là, que Boyd, lui, il n'y avait pas de char dans ce temps-là. Il y avait une grande voiture avec 3 sièges, puis il allait à tous les trains qui arrivaient à Carlsbad, c'était pas loin, puis il amenait le monde chez lui. Plus tard, Johnson avait un vieux char, puis il charriait le monde à les hôtels. Puis le soir, là, en été, là, c'était pas passable dans le chemin en voiture. Ah oui. Il y avait tellement, tu promenais dans le chemin, puis il y avait tellement de monde dans le chemin, puis il n'y avait pas de lumière ni de trottoir, qu'il fallait se faire bien attention de passer là en voiture le soir. Ça fait que ça a bien marché par plusieurs années, mais après que la guerre était finie, tout est fini. Je ne sais pas comment ça se fait. La guerre est finie, tout a... Puis cette fameuse eau minérale-là, Tom Boyd lui-même, il charriait ça, et il remplissait des cruches de 5 gallons, les cruches en vide, mais il y avait de la paille par-dessus, c'est pas comment ça s'appelait ça, pour préserver la vitre. Puis il remplissait sa grande voiture, puis il allait amener ça à l'hôpital civique. Vous vous rappelez pas de ça, vous êtes trop jeune, mais l'hôpital civique était au pont de Cummings, c'est là. Tout de suite sur le bord du pont, à droite. Puis tous les semaines, le Boyd allait amener un voyage d'eau minérale à l'hôpital pour soigner les malades. Ça a duré bien des années. Mais quand la guerre est finie, tout a été fini. Je ne sais pas. Puis les Boyd, là, sur le terrain, puis sur les ressources, il y avait une belle grande salle. Puis à tous les samedis soirs, il y avait une danse dans la salle. Personne ne pouvait aller boire de l'eau minérale. Puis c'était les Collins qui faisaient la musique. Moi-même, j'ai été danser à cette salle-là dans le temps de la guerre, ça. Il y avait une petite bâtisse. Puis il y avait un gros tuyau, ça de gros, qui sortait de terre, puis il était toujours plein d'eau. Quand il était trop plein, mais il s'en allait. Il y avait toujours de l'eau fraîche. Il y avait des verres, là, une personne allait, là, puis il buvait et il goûtait toutes les sortes d'eau. Alors c'était vraiment beau. Nous autres, à notre paroisse, on allait toujours faire nos pique-niques tous les étés, les pique-niques de paroisse. Oui. C'était bien gentil. Ça allait bien. Ça, c'est des choses du passé. Puis de ressources.
Ce John A. MacDonald est déjà venu, hein? Il venait. On avait une salle de danse ici aussi, là, qui appartenait à Boyd. Et puis, la veille du jour de l'an, il y avait un train spécial qui venait d'Ottawa, qui emmenait un voyage. Rien qu'ici, il demeurait ici. Et il y avait le danse, les dames en grand robe de veillée, puis les hommes en tuxedo. Puis c'est John A. MacDonald, dans ce temps-là, il est venu, puis aux danses. Puis à la fin de la veillée, il y avait des grosses, des bands, comment ça s'appelle? Orchestres. Oui, les orchestres, oui. Et puis à la fin de la veillée, il retournait à la station, il prenait le train, puis il retournait à Ottawa. Quand la guerre est finie, puis la grippe espagnole, ça a tout fini là. Puis là, le chemin, ils ont bâti un nouveau pont, puis là, ils ont pris un morceau de la terre, puis ils ont pris 2 ressources. J'ai entendu dire que Boyd a voulu se faire payer, mais il ne le ferait pas. Il doit avoir vu de l'argent pour ça, lui. Prendre 2 de ses ressources. Puis là, on n'entend plus parler pantoute. C'est bien malheureux parce que ça aurait été un gros village. C'est ça qui est l'histoire des ressources. Puis, ça a bien marché. Puis, ben, tout est fini, ça. La mer bleue, nous allons la découvrir à l'instant même, à Carlsbad Springs. C'est une aire de conservation créée en environ 1960, où ça fait partie de la ceinture de verdure autour d'Ottawa. La partie mer Bleue même est dans la ville de Gloucester, à sud-est d'Ottawa. On n'est vraiment pas loin de la 417, même des fois on peut l'entendre, malheureusement. On est aussi... c'est environ 4000 acres. Dans ces 4000 acres, on a des terrains agricoles, on a des marais, comme celui ici, et on a la tourbière mer Bleue même. Pour y arriver, c'est toutes des routes municipales, donc il ne faut pas s'attendre des belles promenades. On a même la dernière partie, c'est la route, c'est de la terre. Et à l'automne, au printemps, c'est pas le plus propre, ni le plus beau. Mais une fois rendu, on a des très belles pistes. C'est des pistes pour montrer aux gens la nature de l'endroit, de l'environnement et les différences dans l'environnement. En arrivant, on va voir sur les cartes de sable des arbres conifères et des décidus. Décidus, c'est les arbres, toutes les belles couleurs qu'on voit en ce moment. Quand on prend la piste et on traverse le marais, on arrive dans la tourbière, on va voir la différence. L'environnement change et la sorte d'arbre change. Là, on arrive, c'est seulement des conifères, il n'y a presque pas de décidus du tout. Malheureusement, la partie qui contrôle les eaux, qui est bien importante pour la tourbière, est contrôlée par des gens privés. Donc, il y a certains endroits où il faut avoir de la coopération de nos voisins pour ne pas tout perdre. Parce que s'ils décident de développer la tourbière sur leur terrain, on perd la nôtre. Ça, c'est malheureux, mais c'est le même. Pour les caractéristiques de la tourbière,
Il y a bien des plantes qu'on trouve seulement dans la tourbière. On ne les verra pas sur la piste parce que la plupart sont plus profonds. Mais autant que possible, on voudrait que les gens restent sur les pistes. On va aller plus tard sur la tourbière et on va voir pourquoi. Il y a des pistes un peu partout. Puis pour faire l'interprétation, c'est des plantes qu'on veut montrer aux gens. Puis tout ce qu'on voit à certains endroits, c'est des pistes des gens dans la tourbière. Et puis, il y a des études qui ont été faites. Il y a certaines pistes, comme des motos. Ça peut prendre jusqu'à 20 ans pour qu'une piste de moto qui a passé une fois à disparaître. C'est vraiment lent à disparaître. C'est le genre d'affaire qui est vraiment spécial. La tourbière même, c'est la deuxième plus grosse ou plus importante dans l'est d'Ontario. La tourbière d'Alfred, ça serait la plus grande. On a aussi des animaux, comme des tortues tachetées, qui sont très rares. On les trouve seulement dans la tourbière. On ne les trouve pas ailleurs dans la région. Il y a aussi certains oiseaux qu'on trouve dans la tourbière. Je ne veux pas les nommer, parce que les gens vont aller à la chasse. Là. Je ne veux pas de ça. Mais c'est vraiment spécial. En faisant le tour, on peut voir la différence. On part du stationnement, où c'est de la bonne terre, on voit tout ça. Quand on fait le tour de la piste, graduellement, en faisant le tour, c'est immanquable. Le changement il est vraiment drastique. Donc, en le faisant, on voit des beaux arbres qui sont très grands. On traverse le marais, qui, comme marais, on va voir comme le riz sauvage, des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs, seulement là-dedans, qui est très bon aussi pour les canards. Donc, c'est tout. C'est un barrage de castors qu'on traverse. Donc, juste le fait que c'est un barrage de castors, ça amène beaucoup d'autres animaux. Donc, on fait le tour, puis on arrive dans le début de la tourbière. Là, on va voir, c'est très plat. C'est des plantes. Il y a quelques arbres qui vont avoir peut-être 20 pieds, mais la plupart des plantes sont très courtes. Il y a la nutrition dans la tourbe même pour les plantes est très rare. C'est de la terre acide, donc il y a juste certaines plantes qui peuvent vivre là. C'est pour ça que ça devient un écosystème, un environnement qui est vraiment particulier. Parce qu'il y a des plantes qu'on trouve là, qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est très populaire, surtout à l'automne et au printemps. Au printemps, pour les oiseaux, quand ils reviennent. Parce qu'on est juste sur la voie de migration. Tout à l'heure, on a entendu les oies qui s'en tournent au sud. Au printemps, c'est le contraire, ils remontent. C'est très beau pour les gens pour venir, surtout de bonne heure le matin ou avant le coucher du soleil. On voit beaucoup d'oiseaux aquatiques. Pour les gens qui viennent pendant l'hiver, la piste ici est tout le temps ouverte. Donc, le monde peut marcher tout le temps. Il y a aussi, on a la piste qui fait le tour au complet. C'est une piste de 5 km. Puis ça, c'est pour les skieurs des skis de fond, ou des gens en ski de fond, qui veulent faire le tour. Et puis, avec ça, ils peuvent se relier avec les autres pistes qu'on a, la partie plus au nord. Puis là, ça s'en va un peu partout. Là. Je ne sais pas combien de kilomètres, mais il y a facilement une trentaine de kilomètres l'autre bord. Donc, c'est tout relié ensemble. C'est très, très populaire pour le ski de fond l'hiver et printemps-automne pour juste les gens qui veulent venir voir, surtout les oiseaux aquatiques. La ceinture de verdure autour d'Ottawa, c'était une proposition de l'aménagiste Jacques Grébert qui est venu de France à la demande de Mackenzie King pour préparer un plan d'ensemble pour la capitale. Une de ses grandes propositions, c'était de
la création d'une ceinture de verdure autour de la ville pour contrôler le développement urbain, pour empêcher un développement sporadique et pas planifié autour de la ville et de forcer une utilisation de terrains plus efficace à l'intérieur de la ville. La ceinture telle que c'était planifié dans l'époque de Jacques Grébert, ça veut dire dans les années 50, c'était une ceinture autour de la ville. Maintenant, le développement urbain a dépassé la ceinture, mais la ceinture reste encore un élément qui donne une structure et une cachette très particulière à la région urbaine de la capitale parce que c'est une grande zone rurale, verte, naturelle autour de la ville. Malheureusement, parce qu'au début, l'objectif c'était de ceinturer la ville, les terres qui ont été choisies, c'était fait en fonction de ceinturer la ville. Quand on vient ici, on voit qu'on a manqué quelque chose. Parce qu'en décrivant, en créant la ceinture autour de la ville, on n'a pas vraiment pris connaissance des écosystèmes naturels, les communautés telles que la mer Bleue ici, et on a manqué une grande partie de la mer Bleue. Peut-être plus chanceux, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée canadienne a acheté un grand cercle de terrain, je pense 5 lots complètes, dans la mer Bleue parce que c'était pas habité et il se servait pour la formation des pilotes de guerre, des avions de chasse. Et c'était pas touché sauf quelques bombes. Il y a encore des indications qu'il y avait des bombes qui sont explosées dans le plein milieu de la tourbière. Mais qu'est-ce qui était plus pertinent pour la préservation de la tourbière? C'était il n'y avait plus besoin, donc c'était transféré à la commission en 70 et c'était ajouté à la ceinture, qui donnait que la commission s'appartient à la commission de la capitale nationale maintenant, presque 2/3 de la vraie tourbière mer Bleue. Il nous reste encore un grand secteur à l'est où on est très préoccupé par qu'est-ce qui va arriver à ces terres qui sont privées maintenant. Qu'est-ce qui est spécial de la mer Bleue? Il faut retourner dans le passé, quand les premiers colons sont venus après la construction de canal. La région ici était arpentée en attendant les loyalistes après la guerre d'indépendance américaine, mais les loyalistes ne sont jamais venus ici. Donc, c'était pas vraiment habité ou défriché jusqu'au milieu des années 1800. La mer Bleue était toujours, dans cette époque, dans le 18e siècle, c'était un embêtement. C'était trop marécageux, trop humide. C'était inutile pour les fermes. Les voies ferrées ne pouvaient pas passer à l'intérieur. Les routes ne pouvaient pas passer. Donc, c'était laissé de côté. C'était mis de côté, plus ou moins, sauf pour ceux qui ramassaient les buées. C'était probablement l'utilisation majeure pendant une grande période de temps. Comme ça, c'était pas touché, ça restait dans son état naturel. Et évidemment, c'est ça qui est devenu, force de l'histoire, son attraction principale, c'est qu'on a un grand espace très naturel, très bien préservé dans son état naturel, carrément à côté de la région urbaine. On a demandé à toutes les universités où il y a une école d'aménagement ou de planification urbaine et régionale de faire un projet sur le futur de la ceinture. Et les écoles sont tous venues à Ottawa pour présenter et discuter entre eux de leurs propositions pour la ceinture. Et nous, on a utilisé ça dans nos consultations publiques avec le public au large pour leur demander leur avis sur le futur de la ceinture de verdure. Et c'était très simple. Tout le monde nous a dit exactement la même chose, c'est qu'il faudra absolument préserver la mer Bleue. Comme ça, il n'y a pas de réflexion sur sa vocation, sur sa future, sur qu'est-ce qu'on devrait faire avec. On n'a eu qu'un message, c'est que vous devrez le préserver. À tout prix, à tout coup, n'importe quoi que vous devrez faire, c'est ça qu'il faut préserver. Je pense que dans toute la ceinture, c'est l'élément naturel le plus important. C'est le plus significatif et on se fait dire ça d'une façon très claire par tout le monde.
Nous avons eu du plaisir à vous présenter cette émission sur Carlsbad Springs. J'espère que vous en avez eu autant à la regarder. Revenez-nous la semaine prochaine à la même heure pour d'autres paysages ruraux.